Bonjour à tous, ce fut une véritable marée noire, jaune, rouge, des hordes de supporters, on en attendait 160 000, direction Lille, parti pour beaucoup de Bruxelles, encourager les Diables Rouges dans leur quart de finale face au Pays de Galles. Elisabeth Groutars et Camille De Kekker s'étaient mêlées à cette bande. À peine 9h du matin, et c'est déjà l'ambiance sur le quai. Parmi ces supporters en partance pour Lille, il y a les groupes d'amis. Come on Belgium! Come on Belgium! Les familles. C'est mon fils, c'est l'ami de mon fils, oui. Mais aussi les couples. En fait, ça va faire un an qu'on est ensemble et du coup, on a décidé d'aller à Lille pour vivre ça à fond. Voilà. Bonne façon de fêter ça. Voilà, c'est ça. Ceux pour qui c'est une habitude de voir les Diables jouer. C'est notre 5e match déjà de l'Euro. On était à Lyon, on était à Bordeaux, Nice et Toulouse. Et maintenant, on va à Lille. Et ceux pour qui c'est une première. D'aller dans le stade? Oui, le stade de Lille. C'est la première fois que tu vas voir un match des Diables? Oui, c'est la première fois. Et comment tu te sens? Moi, je sens excitée. Je veux voir tous les grands joueurs du Belgique, comme Hazard et Lukaku et Benteke. Ceux qui n'ont pas de ticket pour le stade comptent sur la fan zone et les écrans dans les bars, avec comme seul programme... La fête, voilà. Arriver à Lille, aller chercher les tickets et puis faire la fête. Vous faites la fête avant de savoir les résultats? Oui, avant et après. On préfère faire la fête dans des bars ou des trucs comme ça plutôt que faire la file dans la fan zone pour être serré à l'intérieur au final. Donc je pense qu'il y aura assez d'ambiance dans toute la ville. Une ville où sont attendus 160 000 Belges alors que la fan zone ne peut en accueillir que 20 000. Et chacun fait déjà ses pronostics. Moi j'ai pronostiqué 1-0 pour la Belgique. 1-0 pour la Belgique. 3-1. 8-0. Wales will win. Le Pays de Galles va gagner 2-1 et nous irons en demi-finale. J'espère que c'est ce qui va arriver. Que le meilleur gagne donc. Beaucoup de supporters dorment à Lille, d'autres reviennent ce soir. Et en cas de victoire de la Belgique, le retour sera sans doute bien plus animé. On a également beaucoup parlé du Brexit, le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne cette semaine. Elisabeth Groutars et Nicolas Kennards ont voulu y voir clair. L'anglais ne sera-t-il plus la langue véhiculaire au sein de l'Union? Big Ben va-t-il devoir quitter le terrain de Mini-Europe? Voyez leur reportage. Qui dit Brexit, dit exit de certains symboles du Royaume-Uni à Bruxelles. Si le Royaume-Uni sort bien de l'Union européenne, exit par exemple ce drapeau entouré des autres pays européens. Exit aussi la réplique de Big Ben à Mini-Europe. Mais ici, on cherche des solutions puisque le palais de Westminster vient d'être restauré pour 150 000 €. L'idée serait peut-être, quand on vient de la Belgique, de mettre une barrière, une frontière en disant vous quittez l'Union européenne et vous entrez dans le Royaume-Uni. Et puis, inversement, quand on retournerait au bout du chemin vers la France, vous quittez le Royaume-Uni et vous entrez en France dans l'Union européenne. Il y a de l'idée, mais il n'y a pas que Mini-Europe qui va devoir s'adapter. Autre changement cette fois pour certains livres et cartes géographiques qui englobent les pays de l'Union européenne. Voilà la carte IGN de l'Union européenne. Comme on voit ici, il y a les pays de la zone de l'Union européenne qui sont colorés et les pays hors de la zone qui sont en gris. Et donc le Royaume-Uni sera effectivement en gris comme la Norvège ou l'Islande ou la Suisse ou le Monténégro. Voilà. Donc il va falloir rééditer certaines cartes. Apparemment que celle-ci. À côté des livres et des cartes, autre bouleversement possible et non des moindres, celui de rayer l'anglais de la liste des langues officielles des institutions européennes. Mais là, l'idée de certains eurodéputés est loin de faire l'unanimité. Je trouve ça tellement idiot, imbécile même, et ça vient effectivement de gens qui ne travaillent pas beaucoup dans le Parlement européen, parce que clairement, quand on travaille et qu'on vit ici... Mais ceux qui vont sans doute le mieux se retrouver dans ce divorce, ce sont les fashion addicts. La file risque bien de s'allonger dans les magasins qui proposent des produits anglais devenus économiquement bien plus attractifs. Le style English n'est donc pas prêt de quitter notre territoire. L'un des grands événements de l'été s'est ouvert cette semaine à Brussels Expo. C'est l'exposition Harry Potter consacrée aux plus célèbres des sorciers. On peut y voir des costumes, des décors officiels de la saga, déclinés notamment au cinéma. Voyez le reportage sur place de Valérie Leclerc et de Benoît Ferrir. Bienvenue
Bienvenue, bienvenue à Harry Potter The Exhibition. Allez, pressons-nous, pressons-nous. C'est avec le sifflement du Poudlard Express que l'on entre véritablement dans l'exposition Harry Potter. Une dizaine d'espaces investis par des éléments de décor, des costumes tout droit sortis de la saga. C'est sans doute ce qui fait le succès de cette exposition qui tourne dans le monde depuis 2009. Je pense que ce qui réjouit notamment les fans, c'est l'artisanat derrière tout ça. Nous avons des éléments, des accessoires, des costumes de tous les Harry Potter. 1400 mètres carrés d'exposition, 6000 pièces exposées, 24 conteneurs sont nécessaires pour les transporter. Un véritable défi pour les organisateurs et ceux qui installent les décors. On doit essayer de tout déplacer avec précaution. En même temps, on doit être capable de tout installer très rapidement. Les fans veulent voir l'exposition, personne ne veut savoir que tout se trouve dans des conteneurs. Et parmi les visiteurs, ce matin, les jumeaux, Fred et George, les frères de Ron. Ils ont bien grandi, mais restent de grands enfants dans cet univers qu'ils ont incarné à l'écran. C'est incroyable, c'est fantastique que tant de gens veulent voir l'expo. 100 000 personnes ont déjà acheté des tickets et elles vont bien s'amuser. Symboliquement, économiquement, c'est une aubaine pour Bruxelles de présenter une exposition comme celle-ci. Le Palais 2 s'y prête bien et c'est vers cela que Brussels Expo se dirige. Cela fait des années que nous travaillons sur ce sujet pour attirer une exposition vraiment que toutes les villes du monde s'arrachent et l'avoir ici à Bruxelles pendant 2 mois à Bruxelles Expo. Oui, on en est fiers parce que ça va redonner envie de Bruxelles. Malgré l'engouement, à la veille de l'ouverture, l'exposition Harry Potter est un risque pour les promoteurs. Avant de le lancer, évidemment, il y a beaucoup d'hésitations. Les coûts sont colossaux, les enjeux également. Reste que le week-end affiche déjà complet. 10 000 visiteurs sont attendus. Mieux vaut réserver sa visite via le net. Vous avez jusqu'au 11 septembre pour plonger dans le monde des sorciers. Une acquisition exceptionnelle pour le musée des sciences naturelles à Bruxelles. Un paléotosaure, c'est un dinosaure grand de 5 mètres. Il a 210 millions d'années. Il est arrivé en petites pièces et les spécialistes sont en train de remonter le squelette. Voyez le reportage d'Aline Jacobs et de Benoît Ferrir. Par petits morceaux, la terre se détache et l'os apparaît. Séparer le fossile de la pierre qui l'entoure, une opération minutieuse et pas toujours facile de faire la différence entre les deux. Quand le sédiment est de la même couleur de l'os, surtout quand on est sur le terrain, on a une petite astuce. Et cette petite astuce, c'est juste de prendre le fragment d'os, de lui mettre un petit coup de langue dessus. Si la langue reste collée, c'est de l'os. Si ça ne reste pas collé, c'est du caillou. Les restaurateurs vont devoir nettoyer près de 500 kg de fossiles pour donner vie à ce squelette de platéosaure, un dinosaure apparu avant les tyrannosaures et autres longs coups. Au total, 200 os vont être assemblés, mais malgré tout, le squelette est incomplet. Comme on sait que le crâne n'est pas complet, on va venir donc les insérer sur ce moulage. Donc si on trouve une partie donc de mâchoire, on va découper ici le plâtre et on va insérer la partie de mâchoire. Un an de travail au minimum est nécessaire avant d'exposer ce dinosaure au sein du musée. Un squelette toujours en bon état malgré ses 210 millions d'années. Alors nous avons l'intention de replacer le squelette du dinosaure complètement remonté, donc avec l'apparence de la position du squelette dans l'animal vivant. Nous espérons qu'on pourra le faire, tout dépend de la qualité du squelette. Actuellement, le travail de dégagement se poursuit bien et on a l'impression que ce sera effectivement possible. Le musée des sciences naturelles espère dévoiler au public ce nouveau dinosaure d'ici l'automne 2017. La santé maintenant, avec le point sur l'avancement de la construction de l'hôpital Chirec sur le site Delta à Oudergem. Il doit être opérationnel en 2017. Jennifer Istas et Nicolas Kenhardt ont pu le visiter avant tout le monde. De ce côté-ci, vous avez l'entrée principale avec le dépose minute. De l'autre côté, vous avez l'entrée piéton plutôt avec un passage direct depuis le boulevard et les moyens de communication. Et on se dirige directement vers la partie centrale de l'hôpital qui est l'atrium avec son escalier qui monte au premier étage pour les consultations et pour les étages suivants pour l'hospitalisation. 100 000 mètres carrés déclinés sur 8 niveaux. Le bâtiment ressemble encore à un monstre d'acier et de béton, mais les délais sont respectés.
D'ici 14 mois, l'hôpital Delta devrait accueillir ses premiers patients, des patients qui sont au centre du projet de l'hôpital. Ici, on se trouve au -1, un étage où on se trouve aux soins intensifs. Les soins intensifs, évidemment, c'est un endroit important, il est très lumineux, mais on est tout près de tout. Tout près de la garde, tout près de toute l'imagerie médicale qui se trouve ici et tout près des salles opératoires. Donc, le patient ne doit pas beaucoup se déplacer. C'est vrai à tous les étages, c'est vrai partout. Le déplacement est peu important, le médecin se déplace. La proximité entre les différents services servira également au sein du pôle mère-enfant, transfert de l'actuel service maternité d'Edith Cavell. Je pense qu'on va gagner en efficacité certainement au secteur néonatal. Et pour la maternité, nous allons inaugurer un peu une nouvelle façon de fonctionner, à savoir que le service MIC, donc Maternal Intensive Care, donc les grossesses à haut risque, va être tout à fait conjoint à la salle d'accouchement, ce qui va permettre aux équipes de travailler ensemble. Le nouvel hôpital accueillera enfin 2 nouvelles unités, l'une consacrée aux soins palliatifs et l'autre aux soins gériatriques. Les hôpitaux d'Edith Cavell et du Parc Léopold continueront de leur côté à effectuer des consultations sur une partie de leur site. Pour le reste de leurs infrastructures, différents projets comme la construction de logements sont envisagés. La commune de Molenbeek a été victime de son succès en proposant à des personnes victimes des inondations d'évacuer tous les déchets devenus trop encombrants, des matelas mouillés et d'autres choses suite aux inondations. Mais visiblement, beaucoup de personnes ont reçu le message et ont amené énormément d'encombrants. Voyez le reportage tourné avec Anaïs Le Tiex. Les ouvriers communaux de Molenbeek n'en finissent plus de récolter ces encombrants dans les rues du quartier Martens. Depuis les inondations de jeudi dernier, le tas est devenu une petite montagne. Plus rien ici n'est utilisable. On trouve des meubles abîmés, des vêtements pourris, des matelas gorgés d'eau, un jouet pour enfants, dépareillé et un ancien abri de jardin. À ce tableau s'ajoute l'odeur qui imprègne les boues au sol, stigmate de la soirée maudite où les égouts ont littéralement débordé. Mais là-dessus, la commune se veut plutôt rassurante. Dès qu'il y a des dépôts, on sait que ça peut attirer de la crasse, mais ici il s'agit principalement d'objets inertes, il n'y a rien à manger. Et donc les rats, je ne pense pas qu'ils seront de sortie. Et le temps fait que rien ne pourrait pourrir aussi rapidement que si on avait 25 degrés par exemple. Reste que certains semblent profiter de la situation et déposent toutes sortes d'objets ou de déchets normalement réglementés, comme ces peintures ou encore ce vieux pneu. Certaines personnes profitent de la situation, ajoutent de la difficulté aux problèmes que l'on connaît. Et donc je demande à ces personnes de rester limitées et de ne pas trop profiter de cette situation. Nous avons 3 camions grappins qui fonctionnent à tour de bras, j'ai envie de dire, et remplissent les conteneurs à tour de bras. Il ne s'agit plus de laisser les conteneurs comme ça sur place et les laisser remplir. On vient vider ce qu'on a sur les trottoirs et là, ça va bien. Le service suit un bon rythme et j'espère que d'ici quelques jours, peut-être avant la fin de la semaine, on puisse éponger tous ces dépôts. Si le service est offert gratuitement aux habitants, il a un coût pour les finances locales. Chaque tonne évacuée est facturée 125 € à la commune de Molenbeek par son collecteur. Et c'est la fin de votre rendez-vous d'information hebdomadaire. N'oubliez pas que l'information continue 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sur bx1.be et via les réseaux sociaux. Belle fin de journée.